Il est déjà 14h16, il faut absolument qu'on tourne. Mais on est plutôt à l'heure en termes de timing, enfin de séquence de C'est tournage. 27 ou 37 juste 27, tu es dans le train. Oui. Alright. This is the saucy sauce. Alors c'est parti, on va pas tarder à commencer. Bonjour à toutes, à tous et à toutes les lettres de l'alphabet qui se trouvent entre les deux. Bienvenue dans Touche pas à mon poste. Oula pardon, bah non je suis cancel dès la première phrase. On dirait genre le premier gouvernement le cornu. En tout cas comme lui, nous sommes indéboulonnables. Vous écoutez Contrôle Z, le podcast qui refait le monde et l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Ça y est, nous sommes en octobre, les couleurs de l'automne ont grand remplacé nos forêts. Les feuilles des arbres deviennent orange Trump, les températures sont aussi basses que les manœuvres politiques du PS et les journées deviennent aussi courtes que les jambes de Nicolas Sarkozy. Oh non, on n'avait dit pas le physique, hein. Mais je crois qu'on a le droit pour les personnes condamnées pour association de malfaiteurs, à vérifier dans notre charte déontologique. Oui ? Ah, on me dit qu'on n'a pas de charte. Non. Ah bah donc je peux être objectivement qualifié de sac à merde. Voilà. Allez, en parlant de réceptacle à sel, ils et elles sont toujours là pour laver mon honneur. Vali pour une réceptacle à Non, là c'est sel. chaud. T'as pas honte? Mon dieu. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Et pour la première fois dans Contrôle Z, notre auditeur le plus fidèle s'est fait une place à nos côtés. Bienvenue Baptou. Dieu, bonjour, merci de Et m'accueillir. comment allez-vous Baptou ? On verra ça plus tard. Alors, Baptiste, on rappelle quand même, tu es professeur de français en collège. Tu vas donc pouvoir répondre à cette petite charade pour commencer. Alors, Je suis mon prêt. premier est synonyme d'abruti. Indice, la réponse cherchée n'est pas Bayrou. Mon second est une grande étendue d'eau salée. Et mon tout liste souvent les chapitres au début des thèses ou des mémoires. Je suis... Je suis pris de court en fait. J'étais persuadé que c'était Bayrou, mais du coup, bah non. On recommence. Mon premier synonyme J'ai- d'abruti. Mon Idiot. second est une étendue d'eau salée. Mère. Et mon tout... Sommaire. Mais oui, passons au sommaire, bien sûr. Un peu au bout, elle tient tout de même à pousser son coup de gueule. Hippo contre qui ou quoi faudrait-il que l'on s'énerve aujourd'hui ? Eh bien, le traitement médiatique de l'affaire Ziad Ebouna ainsi que les violences policières. Lui, il traite toujours ses sujets de la meilleure manière qu'il soit. Val, qu'est-ce que tu nous chanteras ? Eh bien aujourd'hui je vais vous chanter un record historique. Je passerai en 3e position pour vous parler de performance. Nous retrouverons ensuite celui qui a trouvé du temps entre ses conférences et ses articles pour nous offrir un condensé de ses idées. Elias, de quel sujet débattrons-nous au Café du Commerce ? Alors Erwan, aujourd'hui au Café du Commerce, on va débattre sur la position du PS et le budget de Lecornu 2. On prendra un peu de repos avec la recommandation culturelle de notre invité du jour. Baptou, de quelle série souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, vous le verrez, car je ne vais pas vous révéler le nom tout de suite, forcément. Il est plein de secrets et enfin elle sera le coup de grâce de cet épisode. Que sera votre dernier mot, Marie ? Bah écoute, on verra, faudra tourner les pages et regarder. Elle n'a pas fait son boulot. C'est bitch. Alors, avant de commencer, je voulais quand même que l'on s'arrête sur un destin, sur une personne qui nous était chère, chère non pas parce que nous l'aimions, mais parce que ses indemnités d'ancien président nous coûtaient un bras. Ah. Cette personne est tombée face à l'injustice. Ah non, face à la justice, pardon. Nicolas du fond de ta cellule, j'espère que tu trouveras un peu de 5G pour nous écouter, car là, la bonnette du micro de Mediapart et moi, on ne t'oublie pas. Et après cette affaire, quoi de mieux que de traiter des sujets qui nous mettent en colère ? Je vais vous le dire, moi, le mieux, c'est d'écouter le coup de gueule d'Hippo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'm not done talking yet. You will speak when I'm done. It's not my fault. You came with her, but she might leave with me. Oh, security. Hello mes stars, comment allez-vous en ce mois d'octobre ? Qui dit mois d'octobre dit Halloween, dit changement d'heure, ma phobie, déclin de la lumière et du bonheur. Mais on se rapproche également des décorations de Noël, notre sérotonine à tous. Le mois d'octobre, c'est également l'anniversaire tragique de la mort de Ziad Benna et de Bouna Traoré, deux adolescents de 15 et 17 ans qui sont morts le 27 octobre 2005 du fait de la police et du racisme. Pour un petit contexte politique, en octobre 2005, Dominique de Villepin est Premier ministre sous Chirac, Nicolas Sarkozy et sa fameuse politique du chiffre sont ministres de l'Intérieur. La France évolue dans un contexte de diabolisation et de déshumanisation des banlieues mené par Sarkozy.
Quelques jours avant ce drame, Sarkozy dit qu'il allait se, je cite, débarrasser de la racaille ou encore nettoyer les banlieues au Karcher. Des propos profondément racistes qui ont choqué une partie de la France. Il n'a cessé de dire qu'il y avait un problème avec les banlieues, l'immigration, que la jeunesse habitée dans les banlieues était hyper problématique et que ce n'était qu'une bande de voyous. Ziad Bouna et Mihutine, c'étaient des adolescents qui habitaient à Clichy-sous-Bois, une commune dans le 93 qui est un des départements les plus pauvres de France. Ziad Bouna et Mihutine et d'autres de leurs amis jouaient un match de foot et à la fin de ce match, ils rentrent. Sur le chemin du retour, ils voient un terrain vague et décident d'aller voir. C'est à ce moment-là qu'un riverain appelle la police en disant qu'il y a des jeunes suspects. Spoiler, il n'était pas suspect, le riverain était juste raciste. La police envoie des patrouilles, 11 agents et 5 voitures quand même. Donc, la police arrive et débute une course-poursuite. La police nasse les adolescents et Ziad Bouna et Mihutine entrent dans un transformateur EDF car ils ont peur de la police, même si innocents. L'un des policiers dit à sa radio, je cite, « S'ils rentrent sur le site EDF, je donne pas cher de leur peau ». Ziad Bouna décède alors électrocuté d'une décharge équivalente à celle de la foudre. Mihutine s'en sort avec de graves blessures. La nouvelle de la mort des deux adolescents se répand très vite. Les réactions des politiques et de l'opinion publique ne se fait pas attendre. Sarkozy déclare que la police n'a commis aucune faute, 28. De Villepin prend également la parole le 28 en disant qu'il s'agit, je cite, d'un drame humain, mais que c'était des cambrioleurs. Cela même, alors que le lieutenant du commissariat avait dit qu'aucun délit ou tentative de délit n'avait été commis. En clair, on a un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur qui accuse des enfants innocents. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et tous les médias condamnent ces jeunes en disant qu'il s'agit de voyous, de délinquants, que s'ils sont morts, c'est de leur faute et qu'ils n'avaient qu'à attendre de se faire contrôler. Tout le monde efface une question pourtant principale. Pourquoi des jeunes issus de l'immigration vivant dans des banlieues craignent à ce point la police alors qu'ils sont innocents ? Pourquoi préfèrent-ils s'enfuir à la vue de la police plutôt que de se faire contrôler même si innocents ? Comment est-ce qu'on en vient à ce point ? Et ça, les politiques et les médias s'en foutent. Pour eux, ces jeunes sont coupables. S'ils ont essayé de fuir la police, c'est qu'ils sont coupables, pas parce qu'ils avaient peur. Sarkozy maintient qu'il n'y a eu aucune course-poursuite ni faute de la police. L'absence de course-poursuite sera démentie par un rapport des renseignements en 2006. Sarkozy s'en fout de l'enquête, des conclusions des lieutenants et ces jeunes sont coupables, un point c'est tout. Il s'en fout de la présomption d'innocence qui est consacrée à l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, présomption d'innocence qu'il veut qu'on lui applique quand bien même il est reconnu coupable d'un délit par un tribunal. Cette injustice, elle déclenche le début des émeutes en France qui durent pendant plusieurs nuits. Le gouvernement déclenche l'état d'urgence, une première depuis la guerre d'Algérie. Les préfets déclarent des couvre-feux. L'état d'urgence durera 3 mois. Il y a plein de protestations contre les violences policières, contre le traitement médiatique de cette affaire qui est scandaleux. Une marche blanche est organisée quelques jours après le drame par la famille. Une plainte est également déposée par la famille pour omission de porter secours. Les policiers seront relaxés en appel en 2015. Le 14 novembre 2005, Chirac prendra la parole et dit que ces drames témoignent, je cite, d'un malaise profond dans la société. Le 17 novembre, les violences cesseront. Ce qu'on retient de cette affaire, c'est que le gouvernement aurait dû accompagner les familles dans ce drame, mais non, ils ont préféré traiter des adolescents innocents comme des délinquants juste parce qu'ils venaient de banlieue. Ça témoigne d'un problème profond, d'un racisme qui est ancré profondément dans toutes nos institutions. En tant que personne blanche venant de milieux plutôt aisés, on ne saisira jamais l'ampleur du problème puisqu'on ne le vivra jamais. On n'a jamais eu de conversation avec nos parents pour nous dire qu'en raison de notre couleur de peau, on pouvait se faire cibler par la police et qu'on pouvait en mourir. Il y a encore tellement à dire, et je ne suis pas la plus qualifiée pour en parler, mais ce qui s'est passé le 27 octobre 2005, c'est le résultat de politiques racistes qui ont duré depuis trop d'années. Si vous voulez en apprendre plus, il y a Histoire de Crépus, une chaîne YouTube qui a retracé tous ces événements. Je suis également tombée sur un débat le 27 octobre sur la chaîne 5, dans l'émission C'est ce soir, où il y avait un magistrat, des professeurs, des journalistes qui parlaient de cet événement. Le magistrat et les profs disaient qu'en France, lorsque l'on parle de banlieue, c'est seulement en termes péjoratifs pour des faits divers. On parle de la banlieue pour faire des reportages sur des faits divers, mais pas pour la vie de tous les jours, comme si c'était un endroit à part et que les journalistes ont une part de responsabilité dans ce traitement médiatique. Ils ont aussi dit que les enfants et les adolescents qui vivent en banlieue avaient l'impression d'être abandonnés, d'être tout seuls, qu'on leur collait tous une étiquette avant même de les connaître. Et ce sentiment, il n'est pas normal. C'est le résultat de politiques qui durent depuis bien trop longtemps, d'exclure toute une partie de la population, de l'abandonner et ensuite de la pointer du doigt. On concentre les moyens dans les quartiers riches, on délaisse les quartiers populaires et après on vient nous parler d'égalité des chances. Ce traitement médiatique et toute cette histoire, c'est absolument une tragédie ce qui s'est passé et on ne parle pas assez des violences policières. Est-ce que vous pensez que cela a changé depuis 2005 et depuis ce drame ? Les récents drames de Naël notamment ont montré que non. Enfin, en fait, on continue d'excuser la police pour des crimes qui sont clairement racistes et on les excuse, pire, on les relaxe. C'est-à-dire que, alors que 2 jeunes sont décédés dans un transformateur électrique, personne n'est condamné. Oui. Personne n'est condamné.
Il y Ces a enfants aucune ont- responsabilité. Oui. Enfin, il y a eu des décès quand même. Enfin, je veux dire, ils sont pas allés tout seuls dans le transformateur électrique. Enfin, c'est bien qu'il y avait une raison. Je veux dire, personne n'a envie d'aller jouer dans un transformateur électrique. Enfin, ça n'existe pas. Et je trouve ça complètement dingue que, même en 2015, on relaxe ces policiers-là alors qu'on sait très bien pourquoi ils y étaient dans ce transformateur électrique. C'est parce qu'ils ont été poursuivis par la police. Oui, en fait, c'est que le problème, c'est qu'en fait, le traitement médiatique, il change pas. Enfin, je veux dire, tout ce que Sarkozy a dit, tout ce que De Villepin a dit, enfin, je veux dire, en fait, 20 ans plus tard, on est toujours au même stade. Et au-delà de ça, en fait, on se rend compte qu'à un moment, faut que la police soit... Incriminé. Oh oui, merci. Faut qu'en fait, à un moment, ils commettent Répondent des de ses actes. actes, Oui, c'est ça, faut qu'ils répondent de leurs actes. Faut qu'ils soient responsables de leurs actes à un moment. Et c'est ça qui manque. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une tragédie. Et après, c'est un sujet qui est très complexe. Enfin, je veux dire, on pourrait en parler pendant des heures du fait que, voilà, en fait, c'est une population où on a ramené, qu'on a ramené en France parce qu'il y en avait besoin, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre après la guerre. Et qu'en fait on les a parqués comme des animaux dans des quartiers, qu'on les a abandonnés, qu'on n'a donné aucun moyen, rien. Et après, en fait, on s'étonne que c'est des populations qui en fait sont pauvres. Guess what, en fait. Puis j'ai l'impression qu'on perd un peu de vue qu'à la base, la police, c'est censé nous protéger, genre. En fait, c'est Enfin, ça. une personne random n'a pas peur de la police. Déjà, une personne racisée, queer, enfin, une personne non homme, blanc, cis, vieux, voilà. En fait, c'est ça. Mais Le problème, ils sont c'est- censés nous protéger à la c'est base. ça. On n'est pas censé craindre la police quand on la voit dans la rue. Enfin, On ne C'est peut ça. C'est pas avoir dingue. confiance en la police. Et ce qui m'inquiète moi davantage aussi, c'est que en ce moment, la police se fait beaucoup passer avec une image un peu de victime en disant qu'on ne respecte pas la police, ce genre de choses, alors que justement, ils ne sont pas du tout condamnés pour leurs actes. Et puis ils s'approprient en plus cette image de victime qu'ils se donnent. C'est quelque chose d'insupportable à mon avis. En fait, à un moment, il faudrait qu'il y ait une responsabilité. Parce que c'est pas possible. Enfin, on voit là toutes les affaires judiciaires qui se passent, c'est parce qu'il y a des caméras, il y a des téléphones portables. Parce que s'il n'y avait pas ça, en fait, ça serait, on s'en rendrait jamais compte en fait de tous ces sujets-là. C'est juste parce qu'en fait, oui, il y a quelqu'un qui a filmé la police à ce moment-là qui commettait une faute et il y a un procès. Puisque en fait, c'est parole contre parole. Donc c'est comme dans les histoires de VSS, c'est parole contre parole. Donc du coup, ça fait toujours. Et donc ça, tu parlais de l'affaire Naël pour les vidéos, puisque Oui. en 2005, il n'y a pas de vidéo. Non. En revanche, il y a des enregistrements radio. C'est trop de balles, parce que vraiment, il n'y a pas d'autres mots, en fait, de les nommer comme ça. Ils ont communiqué, en fait, par la radio, c'est ce que tu racontais, Hippo, Oui. dans les paroles rapportées. Ils sont rentrés dans le transformateur, je donne pas cher de leur peau. Ça, En fait, ils l'ont communiqué à la radio, et dans la voiture où le message passait, il y avait un des jeunes qui avait été arrêté un peu plus tôt. Et donc en fait, ces propos ont été rapportés ensuite. C'est quand même dingue d'être aussi incompétent, d'une pour protéger des concitoyens, et de deux pour cacher quand tu fais une connerie pareille. Enfin, faut Ah oui. vraiment être, pardon, mais faut vraiment être teubé. Ils sont complètement Mais c'est débiles. ça, surtout que, enfin pardon de te couper, mais du coup ça veut dire qu'ils savaient très bien ce qui allait leur arriver en les laissant aller là-bas, mais juste dire je donne pas cher de leur peau, tu oui. fais pas non plus grand chose pour la sauver leur peau sur Ouais, l'instant. c'est ça. Et même si, en l'occurrence en plus, ils ont eu le malheur d'aller sur un terrain vague, et même le lieutenant, comme tu as raconté, moi je savais très peu de cette histoire en vrai, si même le lieutenant de police dit il n'y a aucun délit qui a été commis, quoi que ce soit qui justifie que, c'est bien, et pourtant au vu du statut, on pourrait se dire que Oui. il est pas du bon côté de l'histoire entre guillemets dans la situation. Si même lui dit ça, après pourquoi les politiques récupèrent ça en disant oui de toute façon c'est la banlieue et du coup il y a tout un imaginaire stigmatisant derrière et c'est pas nous, c'est ailleurs, c'est de toute façon, genre limite c'est écrit quoi. Que- Non mais en fait il y a une faute de l'État ce jour-là qui a été commise. C'est normal en fait quand l'État commet des fautes et quand en fait des fonctionnaires de l'État commettent de fautes, de tenir l'État pour responsable et de tenir en fait ces fonctionnaires pour responsables. Puis même quand on voit 5 voitures de police pour quelques jeunes, enfin pardon mais bon je sais pas s'il y a des jeunes qui se baladent dans une banlieue aisée, enfin dans une bourgade, enfin je peux pas appeler ça comme vous voulez, mais une bourgade plutôt aisée où en fait il y a des jeunes à un moment blancs qui rentrent sur un terrain vague, non, on n'appellera pas en fait la police et au-delà de ça, quand bien même on appelle la police n'enverra pas 5 voitures de police, 11 C'est ça. agents. Donc il y a quand même ça aussi. Enfin, Ils ont à eu un des jeunes moment, maghrébins, ils ont pas eu des jeunes points genre. En fait c'est Ouais, ça. c'est sûr. Le problème c'est que quand en fait on est dans une fonction, enfin un travail où en fait 80% votent RN, C'est ça. en fait la question, oui, est-ce qu'elle est là pour nous protéger ou elle est là juste pour protéger les personnes qui sont... Qui cochent la bonne case, quoi. C'est ça, qui cochent la bonne case. Et réprimé derrière.
En tout cas, Hippo, merci beaucoup d'avoir choisi de parler de ce sujet parce que je pense que c'est hyper important de voir que 20 ans après, malheureusement, malgré ces drames, on n'a pas beaucoup avancé. Heureusement, il y a aussi d'autres avancées. Je voulais rendre hommage, moi, à Monique Pelletier, qui est décédée le 19 octobre, qui est l'ancienne ministre déléguée à la condition féminine, sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing. Elle a œuvré pour la criminalisation du viol et la pérennisation de la loi Veil sur le droit à l'avortement dans le droit français. Donc c'était important, je pense, de lui rendre hommage aussi. D'ailleurs, le 29 octobre, je pense que vous l'avez tous et toutes vu, le Sénat a adopté la proposition de loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles en intégrant la notion de non-consentement. Donc on remercie aussi la députée écologiste Marie-Charlotte Garin, qui est du Rhône d'ailleurs, et la députée macroniste Véronique Rioton d'avoir porté ce texte devant les boomers du Parlement français. Il ne reste plus qu'à Macron de promulguer la loi. Voilà, on attend. Ne lésine pas, s'il te Mais plaît. ta signature. Et je pense que Hippo t'en parlera aussi Oui. peut-être le mois prochain. Mais c'est prends quand même le une bonne stylo, nouvelle. Emmanuel. Hein. Prends le stylo. Vas-y, on y Pitié. va. Bon, en tout cas, merci à ces députés. Et désormais, après ce recueillement, mes bien chers frères, sœurs, Adelphes, après ce temps d'hommage, je vous propose de passer au temps de la célébration. Val, qu'est-ce que tu me chantes là ? Let's go. Eh ben, question, qu'est-ce que tu me chantes là ? Aujourd'hui, je vous chante un record historique. Voilà, du flop intersidéral, j'embraye ce mois-ci, vers des stats quasi révolutionnaires. Et oui, je suis comme ça. Et je vais vous parler de Taylor Swift et son album The Life of a Showgirl, qui s'est emparé du record du nombre de ventes le plus élevé en première semaine dans le monde comme aux États-Unis. Et c'est sur le territoire américain et son classement de Billboard 200 que je vais m'attarder. 4 millions et 2000 unités d'équivalent d'albums vendus. Oui, c'est une appellation un peu laborieuse. Oui, on va décortiquer tout ça ensemble. C'est plus que la reine d'Angleterre, non pas Elisabeth, mais Adele, qui avait sorti un album. No, she didn't. Qui avait hissé son album 25 pour Mary en 2015. En 2015, avec 3 480 000 unités. Donc ce record de Taylor Swift, qui est bel et bien réel pour le coup, fait jaser pour plusieurs raisons, et l'album en tant que tel aussi. Mais pour moi, tout ça c'est un prétexte pour étudier ensemble comment toute cette joyeuse comptabilité fonctionne. Alors, jusqu'en 2014 étaient comptées les ventes dites pures, c'est-à-dire les formats physiques et les téléchargements numériques payants. Mais depuis plus de 10 ans sont aussi comptabilisés les streams et les ventes individuelles de chansons au profit d'unités d'albums. Oui, mais pourquoi ? Eh bah, pour avoir une vision plus représentative de la consommation musicale, qui se fait de plus en plus via des souscriptions d'abonnements en plateforme et moins via l'achat individuel d'albums. On l'a vu ensemble d'ailleurs. Oui. Ah bon, mais pourtant les vinyles reviennent partout, moi j'en ai... Oui, bon, ça va, on va en parler un peu plus tard, merci. En tout cas, comment est-ce que tout ça est pris en compte ? Eh bien, pour les Track Equivalent Album Units, on considère que 10 ventes d'une chanson extraite d'un album viennent constituer une unité d'album. Exemple. Si Adele en 2015 a vendu 100 000 fois Hello, la chanson sur iTunes qui provient de l'album 25, et bah ça a contribué à 10 000 unités d'album, puisqu'on divise 100 000 par 10. Vous captez ? Très bien. Bon. Ce qui permet donc à un ou une artiste de booster ses ventes d'albums en apparence à l'aide d'un titre qui attire en réalité à lui seul toute l'attention. Bon, c'était pas le cas d'Adele pour 25 parce que c'était aussi un succès en vente pure, mais à titre d'illustration. Même chose côté streaming, le classement considère que 1250 streams de chansons issues d'un album provenant d'un abonnement payant constituent une unité de vente album. Par contre, si ces streams proviennent d'un abonnement gratuit, il en faut 2750 pour constituer une unité. Et là, la même logique s'opère, c'est-à-dire qu'un mégatube streaming peut profiter au chiffre de l'album dans son entièreté. C'était le cas pour Scarlett, le 4e opus de Doja Cat, qui réalisait 72 000 unités de vente avec 66 000 à l'aide du streaming. C'est-à-dire qu'au-delà du faible nombre d'achats, bon nombre de ces chiffres étaient dus au nombre d'écoutes que drainait à lui seul son tube de l'époque, Paint the Town Red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. Et vous savez qui est a bad little bitch, a rebel ces temps-ci ? Taylor Swift. Du moins aux yeux de certaines personnes, bien sûr, qui lui reprochent d'avoir sorti 34 versions de son dernier album. Bon, globalement, il est moyennement accueilli à cause de ses paroles, des productions que certains considèrent faiblardes pour Le les séquoia. tauliers que sont Max Martin et Shellback, et puis aussi d'une inadéquation avec le branding qui relevait plutôt du spectaculaire. Et en fait, on lui conteste notamment cette technique de vente qui est venue gonfler et donc fausser aux yeux de certaines personnes la consommation effective de l'opus et donc le record en tant que tel. Bon,
À vrai dire, c'est une pratique plutôt commune dans l'industrie, il faut le rappeler. Et d'ailleurs, dommage dans un sens, puisqu'on n'a plus vraiment un visuel phare pour une ère musicale, c'est-à-dire qu'on a plein de pochettes et un peu pour le fun du truc, c'est dommage. Mais là, 34 versions, c'est-à-dire qu'on a 27 versions physiques différentes réparties en 18 CD, 8 vinyles et une cassette. Et 7 variants numériques qui n'ont parfois d'exclusif que des bandes audio extraites de son dictaphone de téléphone durant la création de l'album. Donc, question, est-ce qu'on parle d'une réussite d'un marketing ingénieux et d'une construction solide de fanbase qui est dévouée et collectionneuse, ou est-ce qu'on est plutôt sur une stratégie peu subtile couronnée par un record illégitime ? En vrai, tout reste à relativiser, puisque Billboard n'est censé compter que 4 exemplaires physiques et 1 numérique par personne. Donc même si tu te farcis les 34 versions, t'en auras que 5 qui seront comptées. Donc ça limite, à veut dire, un peu la casse, ou du moins on triche, mais à demi-mesure. Quoique, si on change les coordonnées bancaires, l'adresse IP, si on paye en espèces, c'est toujours possible de faire en sorte que tout compte et de détourner le système. En tout cas, suggestion, rien à voir, mais ramener les titres en fait d'albums sur les pochettes, pour le coup, vu qu'on en parle. Taylor Swift l'a fait, et un grand merci, et pour le coup, elle a su le décliner autant de fois qu'il a fallu. Mais moi, ce que je veux, c'est un travail typographique. Voilà une façon subtile d'incorporer le titre et le nom de l'artiste sur l'image de l'album. En fait, on parle d'une pochette, pas d'un carrousel Instagram. Voilà, merci. Je mène des combats qui sont de toute évidence de la plus haute importance. Bon, plus sérieusement, question. Ça me permet en fait, à vrai dire, d'amener ce sujet au-delà de blâmer Taylor qui a juste mis en place des stratégies et qui ont porté leurs fruits, donc le record est bel et bien le sien. Plus sérieusement, question, est-ce que vous avez déjà acheté, repartagé, voté ou entrepris quelconque action en faveur d'un ou d'une artiste que vous appréciez dans une optique de lui faire remporter quelque chose ? Bah Bilal, hein, clairement. Enfin, moi, j'ai vendu mon âme. Enfin, c'est-à-dire que quand il a sorti son album en 2019, après l'Eurovision, donc moi, j'ai acheté l'album physique. J'ai acheté 2 de ses t-shirts à Jennifer, je votais tous les jours pour l'Energy Music Awards et on allait le voir en concert. Donc autant vous dire que j'en ai lâché du flouze, et quand je dis j'en ai lâché, mes parents en ont lâché, puisque je ne possédais pas de salaire. Donc oui, évidemment, après je suis pas allé jusqu'à acheter la réédition de son album où vraiment il nous pond une réédition avec 3 nouveaux titres. Bon, franchement, j'appelle pas ça. Enfin, en fait, le concept de réédition, moi, m'échappe un petit peu, j'avoue. Enfin, en fait, garde-les pour un prochain album, quoi. Sors-nous un album plus vite, je comprends même pas l'intérêt. Mais en même temps, moi, sur le moment, j'étais très content de participer à ça. Il y avait aussi une idée politique derrière, de faire monter ces artistes-là sur la scène mainstream. Maintenant, je pense que c'est aussi la responsabilité des fans. S'il y a des gens pour offrir ses biens, pour parler en termes économiques, c'est qu'en face il y a des gens pour les acheter. Donc en fait, c'est surtout pour moi la responsabilité des gens qui achètent, en disant si vous voulez les acheter, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Après, il faut pas que cette demande devienne captive en disant ah oui, il faut absolument qu'on ait le dernier truc de Taylor Swift, etc. C'est le marketing d'Apple par exemple qui fait beaucoup ça en sortant énormément de produits 100% Apple pour que les gens les collectionnent. Je trouve ça un peu dramatique parce que tu utilises l'addiction potentielle des gens pour une marque. Taylor Swift maintenant c'est une marque, on peut le dire je pense, pour donc vendre encore plus de produits. Je trouve ça un peu dommage dans le milieu culturel. Maintenant, si les gens achètent, c'est leur responsabilité. Je vais pas aller chez eux pour leur dire n'achetez pas ça. Oui, c'est clair. Puis moi j'ai fait la chronique, alors certes c'est un peu drôle, elle a sorti 34 versions de l'album, c'est vrai que ça fait un peu sourire, mais c'était plus pour décrypter comment en fait tout était comptabilisé, et vu que maintenant on est dans une ère différente, les streams, etc. Et puis en effet toutes ces personnes qui achètent les versions physiques, en fait toutes ne sont pas supposées être comptées, sauf si, et là pour le coup j'en fais appel à un groupe de fans très organisés de K-pop, parce que je pense que c'est les plus organisés, notamment pour faire charter leurs idoles aux US, qui est un peu le territoire par excellence à conquérir, qui vraiment, il y a une section sur un blog du groupe, alors qui s'appelle Attize, où il dédiait une page entière pour dire comment faire en sorte de consommer et pour que ça soit en fait recensé pour le chart en question, le Billboard 200. Du coup, ça m'a éclairci sur plein de points, et notamment ce truc qui disait si vous souhaitez que tout soit comptabilisé, achetez chez différents vendeurs, payez en espèces, comme ça, ça fait vraiment plein d'exemplaires individuels comptabilisés. Ça, j'avoue que pour faire partie du fandom BTS, des fois ça me saoule. Enfin, genre, en fait, par exemple, quand ils sont nommés pour des catégories, genre au VMAs, machin, des fois t'as des fans qui te foutent une pression, mais genre ils sont là en mode mais faut voter, machin, mettez-vous des rappels et tout. Mais moi en fait, je vote quand j'y pense, mais je veux dire, en fait, c'est pas mon taf. Enfin, je veux dire, je vais pas faire je vais pas dédier 35 heures de ma semaine à en fait voter, tout faire ça et tout. Genre, moi j'achète les albums parce que c'est vrai que dans les albums de K-pop, c'est des vrais trucs, enfin en mode.
t'as vraiment tout un univers et tout, Mm. t'as des goodies, enfin tu vois, genre en mode tu payes 20 balles ton album, mais vraiment tu sais pourquoi tu le payes 20 balles. Quoi. Oui. Mais je vote parce que j'ai envie de voter, mais je veux dire, je suis pas là, des fois, tu sais, tu peux voter, je sais pas, genre les vieilles maises, imaginons t'as le droit à genre 15 votes par jour et ils sont imaginons ils sont genre nominés pour cette catégorie, mais en fait je vais pas faire 7 fois 15, enfin je veux dire, ça va, pitié, à un moment, enfin libérez-nous. Ouais. Donc c'est vrai que des fois t'as un peu ça. Et en fait, bah, t'as des fans aussi qui font partie de la K-pop qui disent mais attendez, de base en fait on kiffe, en mode La musique. c'est quelque oui. chose qu'on aime Ouais. et tout, mais là va falloir arrêter avec les chiffres 30 secondes, Mm. d'être omnibulé par les charts. Et j'avoue que bah en vrai après, enfin Taylor Swift elle joue le jeu, enfin j'avoue que 34 versions c'est un peu tragique, mais en même temps elle joue le jeu de l'industrie. Et quoi. ça a payé en Et l'occurrence. ça a payé. Et en vrai, le record, elle l'a et that's it, quoi. Est-ce que c'est si important ces performances-là? En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les fans vont à ce point booster les ventes. Avoir une place au Billboard, en fait, c'est pas si important. Enfin, je veux dire, est-ce que ça rapporte des sous aux artistes? Est-ce que ça leur donne une visibilité supplémentaire peut-être? C'est quoi l'intérêt en fait de se battre pour ça? En vrai, il y a beaucoup de guerres de fans qui, genre, même ça échappe même aux idoles en question, qui sont en mode mais pourquoi vous vous attardez sur des trucs débiles? Mais c'est c'est des gens qui passent une bonne partie de leur temps sur les réseaux et qui veulent défendre leurs idoles en disant oui, mais moi elle a eu plus de numéros 1, oui, mais machin. Et c'est vrai que comme tu dis, Hippo, en fait, on en oublie des fois la musique, Oui, genre. en fait c'est ça. Genre, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais après, en l'occurrence, je pense que Taylor, bon, bah, elle a plus rien à prouver à personne. Là, en l'occurrence, c'est un record vraiment historique qu'elle a eu. Et je pense qu'elle, ça lui fait. Enfin, de toute évidence, c'est tout orchestré pour décrocher le record. Et ça a marché. Mais je pense que ça peut être une forme de légitimité au départ. Après, en somme, elle remplit ses stats, qu'elle est un numéro 1 ou non. Elle a des auditeurs dans tous les cas. Et c'est beaucoup souvent les fans qui se prêtent au jeu au-delà de l'artiste Ouais. à ces guerres débiles, quoi. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans. Bah, en fait, il n'y a pas besoin de rentrer dans telle considération. Mais après, je sais que, tu vois, il y a Justin Bieber, quand il est revenu avec Yummy, c'était quoi en 2020 2021 Ouais. ça avait fait la tollée, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il avait fait un post en disant déconnectez-vous, en gros, streamez le tube, déconnectez-vous de Spotify à chaque fois que vous finissez, genre tu sais, t'écoutes la musique, tu te déconnectes, tu te reconnectes, tu réécoutes la musique, tu fais des playlists, machin, Ouais. et en fait c'était lui-même qui avait Oui, dit c'est aux ça. fans comment faire, mais à un niveau, et en fait j'étais en mode, mais gars, tu te fous de moi. Après moi, faut dire, j'ai fait ça une fois avec Katy Perry, parce que c'est quand elle est sortie C'est vrai. Daisy. Ah, mais j'y suis Et en le fait, premier à tomber pour, hein. Val m'avait dit en mode non, elle va pas avoir ses streams. Donc ce que j'avais fait, j'avais mis Daisy, j'avais mis En rotation. en rotation, j'avais mis une playlist avec que Daisy et tout. Et en fait, je m'étais allée me coucher, mais tu sais, j'avais enlevé le son et je suis allée me coucher. mais Et je savais en fait, pas ça. toute la J'ai nuit, dormi avec. Tragique. toute la nuit, ça Mais ça, c'est a l'amitié play ou rien, Daisy. quoi. Et en fait, quand j'ai eu mon Spotify Wrapped à la fin de l'année, j'ai pété un câble parce que Katy Perry, number one artiste, Daisy, number one titre le plus écouté, album, bah Daisy, enfin en fait j'étais en mode je vais péter un câble. Ouais. Donc toi tu aimes Katy Perry du coup. Et en fait j'ai fait ça pour soutenir C'est Val, vrai. parce que le titre je le trouve même pas, enfin, il est sympa, mais Sympa. voilà, j'ai fait ça, j'ai même pas, dites-vous, j'ai jamais fait ça pour BTS quoi. Et on n'a pas entendu Marie quand même sur qui est la principale intéressée dans cette histoire. Sur le Sequoia, Comment- il est question de ça à un moment. Comment tu te positionnes sur cette affaire Taylor Swift, puisqu'on peut l'appeler l'affaire maintenant? L'affaire. Non, bah, c'est vrai que bon, on était plus ou moins ensemble quand son nouvel album est sorti. Bon, à chaque fois qu'on se connectait sur Insta, il y avait sa story pour marquer une nouvelle édition. Mais moi, C'est vrai, en vrai. C'est Disponible vrai. 48 heures, disponible Mais 5 heures. j'étais en mode merde, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Ça fait Après, beaucoup. voilà. 34, c'est un record, je pense qu'il n'y a jamais eu d'album qui a eu. C'est ça. Après, voilà, en fait, je pars du principe que, en vrai, je m'en fous. Enfin, vu qu'il y a le truc de, comme tu dis, les 4 albums, enfin, les 4 ventes qui sont limitées, en fait, qu'elle en sorte 34, 4 ou 60, c'est le même résultat. Enfin, les gens peuvent acheter ailleurs, Oui. etc. D'autres. Après, il y C'est a- juste, voilà, elle multiplie ses trucs. Et après, oui, il y en a des plus pertinents que d'autres, etc. Oui. Peut-être qu'elle n'a pas su se décider sur le visu ou quoi que ce soit. Qu'elle s'est dit, je les vais tous. Le Mais mandat bon, de Macron. quoi. Après, c'est pas la seule quand même à utiliser ce genre Mais de, oui, de bien stratégie sûr. pour booster les ventes. Je sais pas si vous avez vu passer ça le 28 octobre. Ayana Kamura a lancé les préventes des places pour son Oui. futur concert au Stade de France, qui aura lieu en mai 2026. Et c'est-il pas que cette légende nationale a essayé de booster ses ventes d'albums en conditionnant l'achat du billet à l'achat de son album Destiné. Résultat, 17 balles en plus sur le prix de la place, Ah, putain. même si tu avais déjà ton disque. Hein. Tu es obligé d'acheter Mais le c'est- CD en même Mais temps que c'est la légal, place. même. Alors, le
le boomer que je suis s'est offusqué devant l'article du Progrès qui racontait ça. Et puis j'ai appris qu'en fait tout le monde le faisait. Donc il y a Taylor Swift qui l'a fait, Orelsan l'a fait, beaucoup d'autres Amel artistes Bent l'ont l'avait fait. Ouais. C'est Ouais, pas je bien. savais pas. Et du coup, en tant que consommatrice de concert, ça vous est déjà arrivé de devoir acheter un album en plus de la place? Non. Bah, Mais nous, quand on a Jamais. acheté pour Taylor, ça n'a pas fait ça. Non, c'est pas toujours doit être le. pas- ouais, ok. J'ai pas toujours vu, Là, mais c'est au j'ai déjà Stade de vu. France. Hein. Ouais. C'est Ok, un ouais. concert précis, elle l'a peut-être pas fait pour Après, le Ah oui, il y a des concerts. Pour moi, c'est un truc à cocher. C'est étrange que ça soit obligé parce que Ouais. je sais que j'avais testé pour Amel Bent, j'étais en mode putain, pas con pour le coup de le mettre en place, mais tu Ouais. coches et en fait, tu coches et tu rajoutes 5 balles là où normalement tu vois un CD ça coûte peut-être 15 balles ou un truc comme ça. Et je sais que c'est une des. J'en ai pas parlé parce que ça aurait été long, mais par exemple, je sais que ça se faisait beaucoup à l'époque de faire ça. Pink l'avait fait notamment. Et quand elle avait renoncé une partie de sa tournée, ça avait renclenché les ventes de son album parce que c'était couplé avec l'envoi d'un CD. Encore faut-il cocher et dire oui, je veux le réceptionner. Donc c'est pas automatique, Ouais, si tu mais veux ça cocher, reste une ok, technique. Quoi. Bah en fait, à un moment, Tu peux je pense cocher, qu'il faut c'est bon. arrêter. Non, mais en fait, je suis désolée, mais là, on voit bien que depuis le Covid, le prix des places de concert Ouais. a explosé. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'avant, tu pouvais avoir une catégorie 1 à une catégorie 2 au Stade de France pour 70 balles. On va te dire, tu avais ta 4-1 à 70 balles. Maintenant, ta catégorie 1 au Stade de France, c'est 100-120 balles. Donc, si en plus, il faut rajouter 17 balles, ça va la team. Vous Bah, avez disons pas que si fait de c'est concert obligatoire, pendant ça un an. craint. Si c'est une option, C'est ça. libre à En fait, chacun si c'est une de option, je cocher. suis chaud si c'est obligatoire. Après, les places étaient moins chères, là c'était à partir de 40 € au Stade de France. Alors bon, Ça fait il y a un 57, nombre de places quoi. qui est énorme, donc ça m'étonne pas que ce soit 40 € les places. Mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi le truc de dire bah non, mais j'ai fait des places moins chères, par contre en échange tu boostes mes ventes. Il y a un peu ce truc là. Et la raison aussi pour laquelle les places de concert sont aussi chères, c'est parce que les CD ne se vendent plus aussi. Donc Ouais. je pense qu'il y a un peu Oui. cette espèce de bah je veux bien laisser le prix de mes places, par contre tu prends un album en même temps, comme ça C'est ça. on ménage la chèvre et le chou quoi. Après, le truc. Après, le truc qui est le plus récréatif pour les artistes, c'est clairement les concerts. Enfin, les tournées, c'est là où ils se font le plus de bif. Bon, en tout cas, nous l'avons vu dans l'industrie de la musique, nombreux sont celles et ceux qui ont visé et visent encore le top des charts, des playlists, du Billboard 200 ou simplement le niveau B2 en anglais. Mais ce culte de la performance, est-ce qu'on n'en aurait pas ras le boostiflore? Je vous pose la question. Le 12 octobre dernier, l'émission de Radio Nova, la dernière, recevait Olivier Armand, un biophysicien qui a écrit plein de livres que je n'ai pas lus. Pauvre, je suis journaliste, donc bien sûr que je n'ai pas lu les livres dont je suis en train de parler. Attendez-moi. Olivier Armand donc nous propose le concept de robustesse en opposition au concept de performance. Son idée, arrêter de courir après les objectifs et la rapidité pour avoir le temps de se poser les bonnes questions. Le football, il a changé, proférait le philosophe Kylian Mbappé. Olivier Armand va encore plus loin en expliquant que c'est le monde qui a changé. Notre environnement est devenu instable et pire, incontrôlable. Regardez la tempête Benjamin ou l'ouragan Mélissa qui ont ravagé le globe de l'Europe aux Caraïbes, sans parler des gouvernements des 4 coins de la planète qui aiment un peu trop saluer les masses à la romaine. Dans cette situation, une seule solution, la révolution. Et oui, Olivier Armand nous propose ainsi d'apprendre à s'adapter à cet environnement plutôt que d'essayer de le dompter. Selon lui, il faut avant tout prendre soin de la santé des milieux naturels, de la santé de nos sociétés et de notre santé humaine. Contrairement à ce que ce tableau pourrait laisser penser, son interview sur le site Millénaire 3 est plutôt réjouissante en fait. Surtout, elle répond parfaitement aux grandes questions qui me taraudent en ce moment. Comment rendre le meilleur article, la meilleure vidéo, la meilleure chanson, la meilleure chronique? Comment devenir le meilleur militant, le meilleur sportif, le meilleur élève, le meilleur amant, le meilleur ami? Le problème n'est pas tant de trouver des réponses à ces interrogations que d'accepter que je ne pourrai jamais y répondre de façon satisfaisante. Autrement dit, dans un temps restreint, je ne pourrai jamais atteindre ces objectifs, sauf à coucher avec le doyen de la fac, un gars de chez Universal et le patron de France Télévisions. Je m'en remets donc au concept d'Olivier Armand, la robustesse. Comment continuer de chanter, faire rire, apprendre, partager, écrire ou informer malgré ma pauvreté, les horreurs de ce monde, la censure d'extrême droite et sans mettre en danger ma santé. Elle est là, en fait, la vraie question. Quant à nous, chère chronique heureuse, je crois qu'on est sur la bonne voie. Ctrl Z, c'est notre manière, à nous, de poser des questions sur l'actualité en prenant soin de ne pas être les premiers à traiter les sujets ou les meilleurs pour les raconter. Nous cherchons à être robustes face à un monde qui devrait être vegan mais qui part en steak, un monde qui préfère offrir de l'argent aux ultra-riches plutôt que de réfléchir à ce que nous pourrions en faire collectivement. Alors même si on est lent, peu productif ou pas si pertinent, même si on avance à tâtons, qu'on passe trop de temps devant nos écrans et que l'on n'a pas encore arrêté de regarder les Miss France ou l'Eurovision, essayons au moins de nous poser les bonnes questions.
Nous ne deviendrons sûrement pas les plus grands ou les plus grandes de ce monde, mais qui sait, nous serons peut-être les plus robustes, les derniers à subsister. Et ce jour-là, nous donnerons raison à la grande Céline, car bien que bon dernier, ce jour-là, nous serons les premiers. Period. Oui. Et comme on parle de performance, je vous ai prévu un mini quiz d'actu en rapport avec le mot premier. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Oui. C'est parti. Alors, pourquoi pourriez-vous croiser la première dame de France au tribunal correctionnel de Paris? Pour la transphobie avec l'histoire américaine. Exactement. Alors c'est même en France là pour le coup qu'elle a porté plainte, puisque jusqu'au 4 novembre, 10 personnes sont jugées au tribunal dans l'affaire du cyberharcèlement de la femme du président de la République, Brigitte Macron. Des rumeurs diffamantes et transphobes affirmaient que notre Brigitte nationale serait en fait un homme. Et on rappelle que la transphobie, que la personne soit trans ou pas, reste un délit. Est-ce que vous savez quel axe de défense a été choisi par les prévenus? L'américaine qui a dit. Exactement, c'est la liberté d'expression et l'humour, c'est tellement drôle. Alors on va nous parler de satire quand Brigitte est traitée de pédophile sur les réseaux sociaux, d'esprit Charlie quand son genre devient un sujet de questionnement, et autre rappel, si une personne trans ne souhaite pas faire son coming out, ce n'est pas qu'elle vous cache qui il ou elle est, ce narratif sur la dissimulation, c'est insupportable, et ce qu'on vous demande à vous, personnes cisgenres, ce que vous avez sous la braguette, pas du tout, et que Dieu nous en préserve. Alors même si Brigitte enfreint toutes les règles de la déontologie de l'éducation nationale, Baptiste ne me contredira pas sur ce point, et qu'elle est de droite, elle ne mérite aucunement un tel traitement, donc on est solidaire envers notre Brigitte, notre première dame. Baby. Deuxième petite question. Vrai ou faux, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a soutenu Donald Trump pour le prix Nobel de la paix. Mais oui, Vrai. Ça a l'air d'être vrai tout ça. Puisqu'elle a dit littéralement que son idole était Margaret Thatcher et puis qu'il n'y avait plus, elle a dit ici il n'y aura plus d'équilibre, vie personnelle, vie professionnelle, ici c'est travail, travail, travail. Mais en fait Ici, c'est vraiment au la Japon. première femme première ministre Tout à Japon et fait. c'est cette merde. C'est Mais- comme si nous il y avait Marine Le Pen présidente, Ouais. première femme mais cette Première merde. femme, but she's a fascist. C'est Allez. exactement ça. Elle est issue d'un parti nationaliste japonais, et donc Sanae Takaichi, c'est la première femme à avoir été nommée à la tête d'un gouvernement nippon. Elle est en poste depuis le 21 octobre, et elle n'a pas perdu de temps pour inviter Donald Trump à Tokyo, voilà, dès le 28. Elle a notamment déclaré que le monsieur facho tout orange, il l'avait beaucoup inspiré et qu'elle souhaitait qu'il obtienne le prix Nobel. Raté. Merci beaucoup, madame. Pour sa Après, place dans les Hitler listes, a été nommé pour le prix Nobel de la paix. Allez, dernière petite question. Comment s'appelle l'ancien maire de Paris qui a fait partie des premiers responsables politiques à avoir fait son coming out en France? Ah, j'ai plus le nom, j'ai Non, la plus. tête. Oh. J'ai plus le nom. Son prénom c'est Bertrand. Ah, il faisait partie de L'UMP. Non. Le pire, c'est qu'on a tous Ma les- foi. Moi, j'ai même pas le nom du parti. Oui, Moi, j'ai j'ai vu une on a petite vu la même vidéo. vidéo. Oui, on a vu la Le vidéo. monsieur très bien conservé, mais je ne C'est me souviens pas. Bertrand Delanoë, maire Oui. de Paris entre Je vais 2001 et chercher 2014, qui avait fait son coming out en 1998 dans un magazine diffusé sur M6. Et je vous en parle aujourd'hui puisque Putain, c'est France tard, hein. 5 a sorti un documentaire qui s'appelle Homo en France. C'est fait par Jean-Baptiste Marteau et Renaud Saint-Cric. Ce documentaire retrace le parcours de plusieurs personnalités queer en politique, dont une personnalité UMP qui était au conseil Sénateur. municipal de Paris Ah non. et qui a switché depuis dans l'équipe de Anne Hidalgo, d'ailleurs, qui était déjà là à l'époque. Ok. Et donc Bertrand Delanoë est interrogé. On a également l'abject député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy, qui a absolument Ah, super. tout confondu en disant « Mais non, mais mon parti n'est pas vraiment homophobe !» Alors que le journaliste lui montre clairement des images de Jean-Marie Le Pen traitant un manifestant de PD. C'est sympa, mais je vous conseille quand même ce documentaire qui ne laisse pas quand même la part belle à ce député Rassemblement National, bien que dans les promotions qui ont été faites sur ce documentaire, il apparaisse énormément. Ça s'appelle donc Homo en France, c'est disponible gratuitement sur la plateforme France.tv, je vous le conseille. Et lui aussi, il a une recommandation toute particulière à nous faire. Babtou, la parole est à toi. Eh bien, merci beaucoup. Merci de m'accueillir aussi. grand plaisir. Et oui, bon, pour un petit peu de contexte, nous sommes pendant les vacances scolaires, ce qui veut dire donc que je n'ai rien à foutre de mes journées. Je me suis donc parté un petit peu sur les dernières séries à succès et une a retenu mon attention. Bon, tout d'abord, des formations professionnelles, petit quiz, petit QCM à l'oral polygéré, là tout de suite comme ça. Polygéré. Oui, polygéré, c'est un vrai terme. Je vous dirai ça plus tard. Alors, à votre avis, j'ai regardé cette série parce que, petit 1, les épisodes sont plutôt courts et la série ne dure, pour l'instant, qu'une saison. Petit 2, parce qu'il y a plein de mecs torse nu partout.
Et petit 3, parce que l'administration de Donald Trump l'a qualifié de déchet woke. 2 et 3. Moi, je Trois. dirais les trois. Eh oui, bonne réponse, c'est ça. Les 3 réponses étaient bonnes, c'est mon côté généreux qui ressort. Et humble par la même occasion. Exactement. Pour celles et ceux qui ont deviné, il s'agit bien évidemment de la série Boots sur Netflix. Ayant pendant ses premiers jours connu un succès assez timide, soyons clairs, cette mauvaise critique de la part du vilain Monsieur Orange a littéralement doublé l'audience du show. Comme quoi, ce monsieur, il peut bien servir à quelque chose. Après cette magnifique publicité, il faut donc que je vous en parle un petit peu. Petit résumé. Nous suivons donc un charmant jeune homme du nom de Cameron qui, poussé par son camarade, prend la merveilleuse décision de s'engager dans les Marines. Oui, problème, aux États-Unis, les Marines dans les années 90 et les homosexuels, c'est pas la folle entente. Hein. C'est même carrément illégal de s'engager quand on l'est. On va pas demander comment ils font pour vérifier, mais apparemment, voilà. Ils ont leur petit papier. C'est ça, ils ont leur méthode. Oula. Mais Cameron, lui, il veut du changement et il va être servi. Hein, parce que bon, perso, du changement, moi, si j'en voulais, j'aurais carrément changé de pote. Hein, parce que bon, qui fait ça hein? Si jamais t'as envie d'un camp de vacances, bon, tu pars à la montagne ou même si t'as les moyens, peut-être à Palavas-les-Flots, mais pas aux Marines. Hein. Non. Au Marinesland, peut-être. Voilà, c'est ça. Et pourtant, le petit Cameron, il va assez bien se débrouiller. Hein. Vous en serez témoin si vous regarderez la série. Soutenu par son meilleur ami et ses camarades de régiment, placé sous l'autorité du terrible sergent instructeur Sullivan, Oh non. il finira peu à peu par se dépasser et gagner le respect de chacun. Alors je sais ce que vous allez me dire. Hein. Des militaires, homophobie des années 90, c'est un peu toxique tout ça. Et la queerness, elle est où? Pas de panique, j'y viens. Avant cela, nous pouvons définitivement saluer la performance de Miles Heather qui, par son talent et la sympathie naturelle qu'il nous inspire, nous aide à plonger dans l'histoire tout en nous impliquant émotionnellement. En opposition à sa légèreté, le jeu d'acteur saisissant de Max Parker nous offre une dimension plus profonde puisque son personnage, d'apparence solide mais tout aussi torturé, semble cacher de lourds secrets. Et si l'on s'attarde à juste titre sur ce casting, c'est qu'il n'est pas fait au hasard, avec pas moins de 5 acteurs se revendiquant fièrement homosexuels. Si le cadre oblige une certaine discrétion dans la sexualité des personnages à l'écran, hashtag les militaires, une fierté multicolore est pleinement assumée de l'autre côté de la caméra. Aussi entre drame et comédie, la série se sert des clichés masculinistes de l'époque pour nous servir blague sur blague, drôlerie sur drôlerie, au sein d'une atmosphère parfois aussi légère qu'angoissante. Entre camaraderie virile et secrets inavouables, entre les ambitions des uns et l'entraide sans limite des autres, Boots nous fait cadeau d'une folle histoire où l'amitié prime sur tout, le tout sous un fond de musique iconique avec des artistes ou des groupes qui le sont encore plus. Pour vous faire une petite liste non exhaustive, ABBA, Queen, Dépêche Mode et bien d'autres. Elle est là, la queerness. Voilà. Entre autres, oui. Pour la musique. Par ailleurs, le tout est inspiré du roman The Pink Marine de Greg Copwright. Il s'agit donc à la fois d'un vrai divertissement, d'un show progressiste, mais aussi d'un hommage. D'autant plus que les personnages queer sont globalement sous-représentés dans des shows aux thématiques qu'on peut généralement juger en décalage avec ces dernières. Ici, l'armée. Alors que la vérité, on la connaît, hein. 13 semaines d'entraînement intense avec pour seule compagnie une troupe de jeunes dont les hormones sont en ébullition. Pour notre fier soldat, faut pas être devin pour imaginer la suite, hein, réalité ou pas. Et donc si je dois conclure avec un peu plus de poésie, hein, ne vous en déplaise, laissez-moi le faire en résumant la morale de cette belle histoire. Rien ni personne ne peut vous empêcher de devenir ce que vous souhaitez, et encore moins votre propre nature. C'est tout pour moi, gros bisous à vous. Merci Baptou. Merci Baptiste. Merci pour ce partage. Les autres, est-ce que vous avez une production cinématographique, artistique ou Netflix à nous recommander? Il y a la série Tchernobyl sur OCS qui retrace un peu l'accident de Tchernobyl. Vraiment, j'ai adoré, c'est une mini-série en plus. Sinon, série plus récente, il y a Young Billionaire sur Netflix que j'ai regardé. En gros, c'est des jeunes de Marseille qui gagnent 13 millions d'euros au loto. Et du coup, il y a toute cette question, comment déjà faire pour aller retirer cet argent. Puis il y a aussi tout ce qui se passe autour de l'argent. Tu peux acheter plein de choses, mais ça attire des ennuis et tout. Donc c'est une série que j'ai regardée il n'y a pas longtemps. C'est une mini-série en plus. Et elle est vraiment très très cool. Écoute, je dirais ce qu'on a regardé ce week-end avec Hippo, à savoir Le Seigneur des Anneaux, excepté
La 11e heure qui est un peu longue. Version Version longue, 15 heures réveillés, on a regardé pendant 12 heures Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et ben moi j'ai un livre qui s'appelle La maison au bord de la mer céruléenne de Teji Klun. Et donc c'est un livre qui est extrêmement bien, c'est un peu genre en mode found family, mais c'est très queer et il y a tout un sous-texte aussi avec la montée du fascisme, mais en fait ça se passe un peu dans un univers fantastique. Mais il y a également en fait toute une répression du gouvernement et en fait cet auteur il se considère comme étant un peu l'anti J.K. Rowling et en fait c'est l'auteur justement voilà il dit moi je veux prouver qu'on peut écrire des livres qui sont queer, qui sont hyper inclusifs, qui sont fantastiques tout en rejetant en fait cette idée de J.K. Rowling et de transphobie. Donc voilà, donc du coup c'est extrêmement bien, voilà, moi j'ai adoré, il y a un tome 2 et en fait je recommande assez bien les bouquins de cet auteur. J'ai découvert ça il y a un mois et là j'ai acheté 6 livres de lui. En effet. Ah oui. Donc voilà. La demi-mesure finalement. Voilà. Mais en fait ça m'a énormément plu, j'étais en mode ok je lis le tome 2, après j'étais en mode qu'est-ce que t'as fait d'autre ma berbe. Ouais. Et après du coup j'ai acheté d'autres bouquins, donc je recommande ça. Je recommande également la série Empathie sur Canal+, que j'ai fini. C'est en gros l'histoire d'une psychiatre qui est québécoise. Viens-tu? Et donc c'est un peu drôle. En plus, du coup, des fois il y a des sous-titres parce que on peut pas trop comprendre ce qu'ils disent, ce qui est hilarant. Et donc en fait, c'était une ancienne criminologue qui travaillait pour la police québécoise et en fait, elle a perdu sa femme et sa fille dans un accident domestique. En fait, elles sont toutes les deux mortes et en fait, elle a fait une très très grave dépression et maintenant elle est psychiatre dans un centre entre guillemets de détention. Donc c'est soit où en fait c'est des personnes qui ont commis des actes pénals mais qui sont jugées irresponsables en raison de maladies mentales, enfin de troubles mentaux, ou sinon c'est par exemple pour faire des évaluations avant et donc en fait c'est très bien, on suit un peu cette histoire et j'ai bien aimé. Formidable. D'accord. Merci pour très ce partage. bien, N'hésitez oui. pas à ouvrir un catalogue. Moi, je vous ai déjà recommandé le documentaire Homo en France, mais je vais vous recommander aussi des articles, un peu de lecture. Les Cornifleurs a couvert le Festival Lumière de Lyon. Oui, J'en étais le rédacteur en chef pendant ces 2 semaines. Donc n'hésitez pas à aller lire nos formidables productions sur le site de Les Cornifleurs, Festival Lumière 2025. Vous y trouverez notamment 2 de mes articles sur la place du film d'animation au sein de la programmation, et puis la deuxième sur la famille Lumière, et oui, qui sont les descendants et descendantes de la famille qui a inventé le cinéma. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Tout est sur LinkedIn également. Voilà, je cherche les 500 relations. Ah oui. C'est mon côté performance à moi. Une autre recommandation, ce sera la dernière. Eh bien, c'était bien ce que l'on retrouve tout de suite au Café du Commerce. Saison 2 de la série Le Cornu 2, le héros avait démissionné, on pensait la saison terminée, et voilà qu'il revient par la fenêtre, une semaine après, sauvé par le Parti Socialiste. Alors oui, le PS a sauvé Le Cornu 2. Et pourquoi? Pour une fausse suspension des retraites qui ressemble surtout à un décalage cosmétique et des promesses jetées à la poubelle, la taxe Zuckman out, la suspension a le risque de ne jamais avoir lieu. Alors on nous dit victoire, mais la vérité c'est qu'il n'y a ni victoire ni suspension. Rien n'a abrogé, on décale en 2028, on joue sur les mots entre l'Élysée et Matignon et on inscrit la combine dans le PLFSS pour ligoter la gauche. Résultat, 64 ans, toujours là, simplement maquillé. Pendant ce temps, le budget Le Cornu 2 arrive. Et qu'est-ce qu'il contient? Des gels, des franchises, des coupes, un rabot sur le fond vert, des apprentis pénalisés et la fameuse année blanche où tout le monde perd. 150 € de moins pour les retraités les plus pauvres, 100 € de moins pour un salarié, 200 € pour un chômeur. C'est ça, le budget de la rigueur. Il divise par 2 la croissance attendue en 2026. Il écrase le pouvoir d'achat et il tape sur les classes populaires et moyennes pendant qu'on continue à ménager les grandes fortunes. Un budget Bayrou recyclé, repeint en dialogue socialiste. Et le PS dans tout ça. Au lieu de porter un budget de rupture, il préfère sauver Le Cornu. La censure a échoué à 18 voix près. 18 voix! Quand on a 18 voix d'écart sur une censure, on pousse, on fédère, on assume la bataille. Là, le PS a choisi de sauver Le Cornu 2 pour une suspension en trompe-l'œil et un budget qui tasse le pays. Note pour le PS, on ne fait pas une politique sociale avec des notes de bas de page. Et pendant que les socialistes s'auto-félicitent, Le Cornu garde toutes les cartes en main. Il jure qu'il ne toucherait pas au 49.3, mais regardons de près ce qui lui reste.
1. L'article 40 pour étouffer les amendements de l'opposition dès qu'ils coûtent 1 euro. 2. Le vote bloqué qui permet de forcer un vote unique sur le texte choisi du gouvernement. 3. La gestion du temps pour traîner les débats jusqu'à la butée constitutionnelle et à la fin gouverner par ordonnance. Voilà le nouveau Parlement maître à bord qu'on nous promettait. Une illusion démocratique, le 49.3 sans le nom. On a fermé la porte, mais on a laissé la fenêtre grande ouverte. Eh bien moi, je le dis clairement, on ne sortirait pas de cette impasse avec des petits arrangements parlementaires. La solution, c'est la démission de Macron et une élection présidentielle. Mettons enfin les vraies questions sur la table. Les retraites, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, les services publics, la bifurcation écologique, qu'on arrête de jouer aux équilibristes sur un fil pourri, au peuple de trancher, et vite. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Le Cornu et compagnie, ils ont bien échappé à la censure, et il y en a une aussi qui échappe tous les mois à la censure, c'est Marie pour son mot de la fin. Hello jeunes gens. Bon, vous êtes déjà tombé amoureux? Pas une simple attirance, non, une chute, une vraie, un cassage de gueule monumental. De ceux qui vous laissent sans voix, le souffle court, le regard perdu. Oui, je vous parle de cette personne, celle qui vous garde éveillé jusque tard dans la nuit. Il y a encore quelques jours, vous vous pavaniez, fiers de vos certitudes. Puis elle est arrivée, un matin de printemps. Il pleuvait. Dernière manifestation d'un hiver révolu. La nature reprenait peu à peu de ses couleurs, soulagée du retour du soleil. Votre nouvelle vie vous tendait les bras. Vous ne sauriez dire si c'était à cause de son regard plus intense que les autres, une douceur que vous n'aviez jamais rencontrée jusqu'alors. C'était la première fois que des lèvres vous paraissaient aussi bien dessinées. La première fois que vous vous attardiez sur ce genre de détails en fait. Et son parfum, cette odeur si particulière qui n'appartenait qu'à elle, vous poursuivrait désormais jusque dans vos rêves les plus secrets. Puis elle vous a souri. Un simple rictus a suffi à faire tomber chacune de vos convictions, les unes après les autres. Ça aurait pu s'arrêter là, mais pour une raison que vous ignorez encore, il a fallu que Yel vous demande votre prénom. Soudain, lui aussi s'est évanoui. Un bégaiement fut la seule réponse qu'elle obtint. Vous vous nommez désormais... Ça y est, c'est parti. Sans qu'il vous ait vraiment demandé votre accord, votre cœur vous embarque dans une histoire dont vous peinez à percevoir les grandes lignes. De toute façon, c'est trop tard pour faire marche arrière. La première page à peine écrite, vos doigts s'emploient déjà à la rédaction de la suivante. Les mois se succèdent, les pages se multiplient, l'histoire est lancée. Mais il semblerait que vous ayez occulté un détail. Un seul. Il vous paraissait peut-être minime, mais c'est bien lui qui décidera de l'avenir de votre livre. Des milliers de mots plus tard, la réalité vous rattrape. Yen n'est pas intéressée par votre amour. Et Yen ne le sera jamais. Votre plume vous tombe des mains. Le cœur serré, vous contemplez la couverture de votre livre avec impuissance. Tout votre plan tombe à l'eau. C'est nué à relire vos passages préférés, à noter ceux que vous souhaitiez revoir, les idées qui fusaient pour l'écriture des prochaines lignes, envolées. Soudain, c'est comme si ces derniers mois n'avaient jamais existé. Votre monde s'arrête, mais la vie continue bel et bien. Les mois passent, les sentiments subsistent. Vous trouvez un réconfort dans ce livre inachevé que vous relisez trop régulièrement. Vous vous sentez incapable de rédiger la suite, car au fond, vous savez. À la seconde même où votre plume touchera de nouveau ces pages, votre désillusion cessera d'exister. Il n'y aura plus que ce qui est réellement, une vérité trop amère pour en faire votre réalité. Au début, on croit toujours que ça ne passera jamais, qu'on n'arrêtera jamais de l'aimer. Et pour cause, comment ce sourire dont dépend désormais votre humeur pourrait un jour ne plus rien provoquer en vous? Et son parfum, son regard, la douceur de son toucher? Non, c'est impossible. Alors vous suppliez, implorez, quémandez, que tout cela cesse. En vain. Le désespoir s'empare de vous. D'autres mois finissent par s'écouler dans l'attente d'un vœu que vous ressassez bien trop souvent pour qu'il se réalise. Puis vient ce jour, une matinée d'automne, ou peut-être était-ce déjà l'hiver, vous ne savez plus très bien. Il n'y a pas eu de moment précis. Vous vous êtes réveillé plus serein qu'hier. La journée vous semblait radieuse. Il pleuvait pourtant. Vous n'avez pas pensé à elle. D'ailleurs, cela fait des semaines que vous n'avez pas ouvert une page de ce livre poussiéreux. Soudain, vous comprenez. C'est fini. Et bizarre, c'est étrange de désaimer quelqu'un. Cela avait beau être votre souhait le plus cher, maintenant qu'il s'est réalisé, vous vous sentez un peu vide. Au fond, c'était rassurant de rester accroché à cette personne. Ça vous évitait de tenter quelque chose de trop réel ailleurs. Vous ne risquiez rien d'autre que le rejet que vous aviez choisi. Mais le temps détient ses pouvoirs mystérieux sur nos vies. Tout, absolument tout, finit par passer. Il vous faudra donc chercher ce rejet autre part. Ou pas, hein? Peut-être déciderez-vous enfin de percevoir ce que tant d'autres ont déjà vu en vous. Un premier choix.
Bon, quoi qu'il en soit, il est à présent temps de laisser cette histoire derrière vous, passer à quelque chose de nouveau. Vous rouvrez ce livre, dépoussiérez sa couverture, vos doigts se saisissent d'une plume, les idées fusent pour les lignes à venir. Vous tournez la page. Allez, la vie jeune fou. Bravo. N'hésitez Vraiment. pas à réécouter cette chronique pour vous aider à tourner la page, ça vous aidera, j'en suis sûr. Et je vous pose la question d'ailleurs, vous, est-ce qu'il y a une page que vous avez tournée récemment ou que vous aimeriez peut-être bien tourner ? Moi je peux commencer, je peux me lancer. J'ai essayé de tourner une page que je n'ai pas réussi à tourner. En fait, il se trouve que donc, je travaille pour une émission de divertissement qui s'appelle Piquante, qui a beaucoup inspiré l'écriture de ce podcast aussi, il faut le dire. Et j'ai essayé de partir ce mois-ci, j'ai essayé de les appeler, j'ai essayé de leur dire j'en ai marre en fait, parce qu'ils n'étaient pas contents du travail que j'avais fourni, et à raison ou à tort, enfin, c'est pas la question, mais en gros je me suis dit mince, moi je fais ça pour le plaisir, si ça commence à me prendre la tête, alors que ça fait bien longtemps que ça me prend la tête, il faudrait peut-être que je parte. Et donc je les ai appelés, j'ai appelé ma pseudo-responsable pour lui parler du malaise que je ressentais. J'ai pas réussi, voilà, j'ai pas réussi. J'ai réussi à dire que j'allais négocier mon salaire, ce qui est un pseudo, voilà, en disant je le ferai plus à ce prix-là. Mais en tout cas, je me reconnais dans le texte de Marie aussi, où que ce soit en amour ou pas, parce que bon, moi je suis pas très concerné par la question en ce moment, mais c'est toujours compliqué en fait quand t'es depuis longtemps, que tu te complais en fait même dans ce fait de se plaindre d'une situation, de dire au moment où t'en as la possibilité, de dire là j'ai une bonne raison de me casser en fait. Ouais. Et c'est hyper dur, je trouve, de prendre cette décision-là qui, on le sait, a un impact, enfin, ou en tout cas on suppose a un impact important sur nos vies après. Et c'est pour, enfin voilà. Donc je vous partage cette info. Osez tourner la page, ne faites pas comme moi. Osez assumer vos dires. Ah là là. Est-ce qu'après ces vacances, Baptou, il y a des pages que tu aimerais tourner ? Mon Dieu. Les traumatismes de ces 4 derniers mois ? Peut-être. Oui, peut-être. Non, pas spécifiquement. Après, ça touche beaucoup mon entourage en ce moment. J'ai eu des échos de 3 personnes, de mes amis, que ce soit en relation ou en d'autres aspects de leur vie actuellement, où oui, effectivement, c'est compliqué de tourner la page quand on est bien enraciné dans quelque chose. Donc, je souhaite beaucoup de personnes... Beaucoup de personnes, pardon. Beaucoup de personnes. Je souhaite... Donc je souhaite beaucoup de courage à ces personnes, le courage de trouver le courage de justement c'est ça. de pouvoir Et tourner cette page, et puis aussi des fois peut-être de se réveiller et de savoir qu'il faut la tourner la page. Mais bon, vas-y, allez. Des shout-out à des copines qui sortent avec des mecs toxiques. Voilà, c'est ça. Ou plutôt qui ont fini de sortir avec des mecs toxiques mais qui espèrent qu'ils reviennent. Donc bon, on va se... reviennent. À l'aide. Voilà, c'est bon. En tout cas, une page qu'on n'est pas prêt de tourner, c'est CTRL-Z qui reviendra le mois prochain. Marie, Baptou, Val, Hippo, Elias, merci beaucoup pour vos écrits brillants. On se retrouve le mois prochain pour refaire le monde et l'actualité du mois de novembre. D'ici là, mettez un manteau, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Bisous. And I ain't never gonna stop. Come on.